Bonjour Hervé Gattegno. Bonjour. Vous avez dirigé la rédaction du journal du dimanche de Paris Match. Vous aviez publié un meurtre sur la route de l'Élysée, l'affaire Markovic. Vous avez reçu à ce moment-là. Et là, vous arrivez avec une nouvelle affaire, Hervé Gattegno. Vous êtes journaliste d'investigation. C'est une affaire absolument incroyable. L'affaire du Rainbow Warrior, l'affaire Greenpeace. On est dans les années Mitterrand, 1985. Et dans ce livre plein de révélations et de documents qui s'appelle « Deux bombes sous le Rainbow Warrior », les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu faire couler Mitterrand, publié dans la collection Enquête chez Flammarion, vous nous faites des révélations d'un immense mensonge d'État. Oui, cette opération, c'est d'abord un emballement de la hiérarchie militaire, un emballement du gouvernement socialiste de 1985. Ensuite, c'est un fiasco, parce que l'opération sur le terrain se déroule très mal, un homme meurt, des agents sont arrêtés. Et puis ensuite, c'est en effet l'histoire d'un mensonge, parce que pour couvrir l'ensemble de cette opération qui tourne mal, François Mitterrand organise un mensonge d'État vis-à-vis des Français, vis-à-vis du reste du monde, pour dédouaner la France dans une opération dont elle est pourtant responsable, et puis un mensonge même à l'intérieur du pouvoir politique, ce qui est assez fascinant, à 40 ans de distance, un mensonge organisé par le président de la République au sein de son propre gouvernement. Les ministres se mentent les uns aux autres, les administrations se mentent, les services secrets mentent au gouvernement, et finalement, tout le monde semble se perdre dans ce mensonge, tout le monde, sauf François Mitterrand. Peut-être que François Mitterrand était un excellent metteur en scène du mensonge. Oui, on est le 10 juillet 1985, et donc c'est un bateau de l'organisation écolo Greenpeace dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande qui est coulé. Et là, l'information est découverte. On apprend qu'un photographe est tué au moment où le bateau qui a été la cible d'explosion, a coulé. Et alors, comment on en vient à ce scandale d'État qui va faire vaciller la République française ? Alors, le Rainbow Warrior, c'est donc le navire amiral de l'organisation Greenpeace. Greenpeace s'est donné pour objectif et pour habitude depuis quelques années à ce moment-là de saboter, de perturber les essais nucléaires français dans l'océan Pacifique. Période révolue. Aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, mais à l'époque, les essais nucléaires français, c'est le cœur de la force de dissuasion française, et donc c'est un pouvoir présidentiel à tous égards. Et François Mitterrand entend bien défendre, protéger et magnifier ce pouvoir présidentiel. Donc il faut empêcher les écologistes de nuire, et donc il faut les écarter de cette zone. Les écologistes, plusieurs fois, ont envoyé des voiliers à cette époque pour perturber les essais nucléaires. La marine française les a arraisonnés, parfois un peu molestés. On les a emmenés le plus loin possible de la zone cruciale. Et cette fois, ce Rainbow Warrior, qui est un gros bateau, qui est un chalutier dont la coque est très épaisse et qui fait fantasmer les services de renseignement, parce qu'on se dit, il y a le KGB derrière, il doit y avoir des instruments d'espionnage à l'intérieur du bateau. Eh bien, ce bateau devient un objectif pour le gouvernement. Le gouvernement donne l'ordre aux services secrets français, donc la DGSE, de se débarrasser de ce bateau, non pas de l'immobiliser, mais de s'en débarrasser, autrement dit, de le couler. Et donc ça, il y a un service pour faire ça dans une démocratie. Ce service, c'est la DGSE. Donc on envoie des agents secrets en Nouvelle-Zélande. C'est tout sauf neutre. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi une démocratie, c'est un pays allié de la France, c'est un pays qui à l'époque est gouverné lui aussi par des sociodémocrates, et donc c'est une histoire incroyable. C'est une histoire absolument incroyable, parce qu'il y a une disproportion entre les moyens utilisés et l'objectif. Greenpeace, malgré tout cela, ce sont certes des militants, mais ce sont des militants pacifistes, écologistes. Et donc, aller couler le bateau de militants pacifistes, quand on y réfléchit après coup, on se dit c'est complètement ahurissant. Et pourtant, c'est ce qui va se faire, c'est-à-dire que la chaîne de responsabilité, du sommet de l'État jusqu'aux exécutants, les plongeurs qui sont allés poser les bombes sous la coque du navire et que j'ai rencontré et interrogé pour mon livre, cette chaîne de responsabilité va produire, à partir de cet ordre un peu fou, une action malheureusement démesurée et catastrophique à l'arrivée, puisqu'un homme va mourir. Mais quand vous dites depuis le sommet de l'État, et c'est là où le livre fait des révélations, vous êtes parti des carnets de l'amiral Lacoste, patron de la DGSE, qui révèle qu'il a rencontré François Mitterrand, le président de la République, en lui disant « Ces hommes, ces écologistes veulent perturber la campagne d'essais atomiques » et que Mitterrand lui dit « Il faut les en empêcher ».
Alors, le président de la République, dans une démocratie comme la nôtre, il a évidemment autorité sur les services secrets, qui sont des services secrets militaires, donc des soldats qui exécutent les ordres du gouvernement légitime. En l'occurrence, dans le protocole des services secrets français, une opération comme celle-là ne requiert pas forcément l'ordre formel du président. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux types d'opérations. Il y a ce qu'on appelle les opérations homo, c'est-à-dire c'est les opérations qui engagent des vies humaines, quand on veut tenter d'éliminer un chef terroriste qui menace la France, par exemple, et les opérations Arma, c'est-à-dire les opérations qui s'attaquent à des biens matériels, un immeuble, une maison, un avion, un navire. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une opération Arma. L'ordre du ministre de la Défense suffit. Charles Hernu a donné cet ordre, je dis, ça s'est passé le 6 mai 1985. Charles Hernu donne formellement l'ordre à l'amiral Lacoste, chef de la DGSE, d'engager le service action pour couler le Rainbow Warrior. Donc l'ordre est donné, il est donné par le ministre, c'est suffisant. Oui. Mais à l'intérieur du service, il y a des doutes, parce que les délais de préparation de la mission sont insuffisants, il y a beaucoup d'éléments aléatoires, ça se passe à l'autre bout du monde, encore une fois, on est dans un pays démocratique, on est allé trop vite, il n'y a pas assez d'agents sur le terrain, et pourtant il y en a beaucoup, et donc l'amiral Lacoste se dit, il faut un échelon supérieur de décision, et donc il prend sur lui d'aller voir François Mitterrand à l'Élysée. L'entrevue a lieu le 15 mai 1985 et ce jour-là, l'amiral Lacoste va voir le président au fond dans l'espoir que le président va lui dire non. Il souhaite au fond que le président arrête cette folie qui est en train de se commettre et malheureusement, à sa grande surprise, l'amiral Lacoste ne s'entend pas dire non par François Mitterrand, mais il s'entend dire oui. Donc quand il ressort... Est-ce que vraiment c'est clair ? Est-ce que François Mitterrand lui dit clairement oui ? Aller couler le navire de Greenpeace. Alors, les deux hommes sont morts, évidemment. On ne saura jamais, par hypothèse, dans toutes les affaires de services secrets, on n'écrit pas. C'est pour ça que le rapport de l'amiral Lacoste que je publie est un document exceptionnel, parce que c'est rarissime, c'est unique dans l'histoire d'avoir un tel document qui raconte à la fois une opération et les relations entre le service secret et le pouvoir politique. Mais là, en l'occurrence, nous savons par les conditions et par le contexte de ce rendez-vous que, comme je vous l'ai expliqué, puisque l'ordre du président n'était pas nécessaire, si l'amiral Lacoste est allé voir François Mitterrand, c'est précisément pour sortir de l'ambiguïté. Donc il est évident qu'il n'est pas resté dans le flou avec le président. Il lui a dit « Monsieur le Président, nous avons reçu l'ordre du ministre d'exécuter cette mission. L'objectif consiste à éliminer le Rainbow Warrior, à le faire disparaître, donc autrement dit à le couler. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et François Mitterrand, probablement, soit a dit oui, soit a opiné du chef sans rien dire, mais l'amiral Lacoste dit dans son rapport que les conditions de leur conversation étaient suffisamment explicites. Oui. Donc il est allé chercher une confirmation, il l'a obtenue, ce n'était peut-être pas celle qu'il souhaitait, mais il a obtenu une réponse claire. Sur ce qu'il va donc y avoir mort d'homme. Et alors quand la nouvelle arrive, tombe, beaucoup au gouvernement se disent « ça c'est nos services ». C'est une erreur de nos services. Qu'est-ce qui s'est passé ? Greenpeace, à l'époque, s'opposait à tous les essais nucléaires dans le monde, notamment les essais américains et les essais français, parfois même les essais russes, mais un peu moins, il faut bien le dire, d'où aussi la suspicion des services européens envers Greenpeace pour ses liens avec l'URSS, autre temps, autre mœurs. En tout cas, lorsque la bombe explose et que le bateau coule dans le port d'Auckland, évidemment, les soupçons se dirigent d'emblée vers la France parce que c'est les essais nucléaires français que le Rainbow Warrior s'apprêtait à perturber et immédiatement les premières constatations de l'enquête policière montrent qu'il y a un trou énorme dans la coque du navire, donc c'est une bombe. Qui dit bombe dit service secret, parce qu'on se doute bien que ce ne sont pas des terroristes qui ont voulu s'en prendre au Rainbow Warrior. Donc tous les regards se tournent vers la France. La France nie. L'ambassade de France en Nouvelle-Zélande produit même un télégramme pour dire à quel point la France est solidaire de l'organisation Greenpeace. Donc tout ça est un paravent incroyable. Et en effet, à l'intérieur de l'État, donc ça, j'en ai retrouvé de multiples témoignages, même 40 ans après. Tous les préfets, tous les hauts fonctionnaires qui connaissent la zone du Pacifique sont tous
convaincu dans les 48 heures que c'est la DGSE qui a fait le coup. Mais c'est le début d'un immense mensonge de poker menteur que vous racontez, un jeu de billard au sein même du gouvernement. Il y a Pierre Joxe qui est ministre de l'Intérieur, Charles Hernu, ministre de la Défense, il y a Laurent Fabius qui est Premier ministre, il y a François Mitterrand qui est président de la République, et beaucoup savent, certains ne savent pas, mais ils ne savent pas que les autres savent, et donc il y a un jeu comme ça incroyable au sommet de l'État. Tout le monde intoxique tout le monde. Charles Hernu, lui, nécessairement, est informé très vite. D'abord, il sait, lui, qu'une opération est en préparation. Donc, lorsqu'elle a lieu, il n'en est pas surpris. Il apprend la mort d'un homme. L'amiral Lacoste révèle dans son rapport que ça n'empêche pas Charles Hernu de lui adresser des félicitations. Donc, l'amiral dit lui-même, j'ai été obligé de diminuer un peu ses ardeurs parce que quand même un homme était mort. Dans cette mission, un des objectifs principaux était d'éviter à tout prix des pertes humaines. Donc pour les agents sur le terrain et pour le service, la mort de ce photographe à bord du Rainbow Warrior est une catastrophe. Donc Hernu, lui, il est informé ensuite qu'on a arrêté 2 agents français sur place en Nouvelle-Zélande. Pierre Joxe, de son côté, lui, il est ministre de l'Intérieur à l'époque, donc il a la tutelle sur la police. Il est prévenu par Interpol que un couple de faux touristes a été interpellé en Nouvelle-Zélande et par les forces de police françaises, il apprend très vite, lui, Pierre Joxe, qu'il s'agit d'agents secrets de la DGSE. Donc Pierre Joxe va voir François Mitterrand et lui dit « Monsieur le Président, nous avons 2 agents qui ont été interpellés en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande nous demande de l'aider à enquêter sur ce qui s'avère être un commando de nos propres services secrets. Que devons-nous faire ?» Et à sa grande surprise, François Mitterrand lui dit « Monsieur le ministre, faites ce que vous avez à faire. Si la Nouvelle-Zélande nous demande d'enquêter, enquêtez. » Oui. Et donc, Laurent Fabius, lui, est Premier ministre. Lui n'est au courant de rien. Son entourage lui dit, mais de toute évidence, c'est la DGSE qui a fait ce coup-là. Que fait Laurent Fabius? Il va voir le président de la République et il lui demande. François Mitterrand dit à son propre Premier ministre qu'il n'est au courant de rien, qu'il ne sait rien, et il va jusqu'à organiser un rendez-vous entre Laurent Fabius, Premier ministre, et Charles Hernu, ministre de la Défense, au cours duquel, lui, François Mitterrand, comme s'il n'était réellement au courant de rien, jouant la comédie d'une façon incroyablement machiavélique, dit à Charles Hernu, « Charles, dites au Premier ministre, est-ce que vraiment nos services sont impliqués dans cette opération ?» Et là, Charles Hernu, magnifique, la main sur le cœur, dit « Monsieur le Président, sur mon honneur d'officier, la DGSE n'est pour rien dans cette affaire. » Et donc le mensonge s'installe au sommet de l'État et à l'intérieur même du gouvernement, ce qui va produire tout un tas de catastrophes en série, parce que dans la loi des services secrets, on sait bien, c'est arrivé souvent à des grands services étrangers, le Mossad israélien, la CIA américaine, des agents parfois se font prendre. Les agents sont là pour faire des actes illégaux au nom des démocraties. C'est comme dit John le Carré, les services secrets sont l'inconscient des démocraties occidentales. Et donc il leur arrive de commettre des mauvaises actions, de commettre des délits, parfois des crimes. Ils le font au nom des valeurs démocratiques, mais ils sont couverts par le monde du secret. Lorsqu'ils se font prendre, les démocraties règlent leurs affaires entre elles. Et au fond, ce que propose d'emblée l'amiral Lacoste à Charles Hernu, lorsque les agents français sont interpellés en Nouvelle-Zélande, c'est négocions avec les Néo-Zélandais. Disons-leur que nous sommes coupables, présentons-leur des excuses et négocions. Donnons-leur ce qu'ils veulent en échange, de l'information, de l'argent, que sais-je. Et Charles Hernu refuse. Charles Hernu refuse parce qu'il sent bien que pour François Mitterrand, il n'est absolument pas question d'entrer dans cette mécanique. Ce que Hernu ne sait pas à ce moment-là, c'est le cœur de l'affaire. C'est que pourquoi François Mitterrand ne veut-il pas la moindre discussion et la moindre reconnaissance dans cette affaire? C'est parce qu'il a lui-même autorisé cette opération. Et il va de soi que si François Mitterrand n'avait pas été celui qui avait déclenché lui-même l'opération par son autorisation, probablement qu'il aurait accepté au moins d'étudier cette idée. Mais là, évidemment, ça n'est pas possible parce que sinon, c'est lui qui
qui va se retrouver en première ligne. Oui, et c'est Charles Hernu qui va tout prendre sur la tête. Alors Charles Hernu qui va être désigné comme le coupable, y compris par le Premier ministre. Alors il a une responsabilité très grande dans cette opération, y compris dans l'impréparation dans laquelle cette opération est montée, et probablement dans l'excès, dans la disproportion dont je parlais tout à l'heure, des moyens engagés pour réduire ce navire écologiste. Mais il va, lui, sur instruction de François Mitterrand, camper sur son mensonge initial. La DGSE n'est pour rien dans cette affaire, et alors même que les éléments de l'enquête néo-zélandaise s'accumulent et que, à partir du début août 85, les révélations de la presse française s'accumulent également, tout indique de plus en plus que la DGSE est impliquée, et Charles Hernu continue à mentir obstinément, effrontément. Il dit non, nous n'y sommes pour rien. Il met au défi les journalistes d'apporter des preuves, et petit à petit, en quelque sorte, il s'enfonce. Il est comme le commandant d'un navire qui s'enfonce dans l'eau petit à petit et qui fait naufrage. Oui, il fait naufrage. Il va se mettre à boire. Il est dans les soirées. C'est un Florentin. C'est un homme qui est faible au fond. Et François Mitterrand le couvre d'un côté et en même temps il lui fait tout porter de l'autre. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de prix pour François Mitterrand, Charles Hernu. C'était un très vieux compagnon de route. Vous savez, François Mitterrand, dans sa longue marche politique, il a eu des hauts et des bas, des longues périodes d'éclipse où il était loin du pouvoir, sous la 4e République, puis sous les débuts de la 5e République. Et Charles Hernu est un des rares fidèles qui soit toujours resté à ses côtés. Donc pour François Mitterrand, c'est un homme très important. C'est aussi un homme très important dans son dispositif politique, parce que Hernu est l'homme qui d'abord a convaincu François Mitterrand de l'utilité de la force de dissuasion nucléaire. Longtemps, les socialistes ont été hostiles à l'arme atomique, ne serait-ce que parce que c'était une invention du général de Gaulle. Et ensuite, Charles Hernu est l'homme qui a fait campagne, en quelque sorte, pour François Mitterrand dans les années 70 auprès de la haute hiérarchie militaire pour convaincre les grands officiers français que si un jour les socialistes arrivaient au pouvoir, ils ne seraient pas les ennemis de l'armée française. Et donc, dans ce dispositif-là, Charles Hernu est un homme très important. C'est pourquoi il devient le ministre des Armées dès le premier jour de la présidence Mitterrand. Et donc, pour Mitterrand, dans cette affaire du Rainbow Warrior, il y a à la fois un naufrage politique, le sien, celui du gouvernement Fabius, celui des socialistes qui sont en train de perdre le pouvoir. On est à la veille de ce qu'on appellera la première cohabitation en 1986. Et puis il y a un drame personnel qui est l'abandon de Charles Hernu, cet homme qui a tant milité pour lui et qui, dans cette affaire, l'a couvert finalement, puisque après avoir donné à penser que Mitterrand couvrait Hernu, on découvre, et je le raconte avec le plus de détails possible, on découvre qu'en réalité, c'est pendant des semaines Hernu qui a couvert Mitterrand. Oui, et 5 ans plus tard, il va s'écrouler devant les caméras dans un meeting politique d'une crise cardiaque. Il meurt sous les applaudissements du public. Ce jour-là, oui, car il est resté très populaire, même après le scandale. Incroyable. Mais si on revient quelques instants sur cette affaire, il y a les époux Thurange, les faux époux, parce que c'est une affaire incroyable, rocambolesque, paraît dingue. Bien sûr, il y a ce photographe qui meurt, et puis il y a ce faux couple, avec un passeport faussement suisse, qui vont se retrouver enfermés, emprisonnés. Oui, alors là, on est plusieurs décennies avant la fameuse série télé Le Bureau des légendes, et en fait, on se rend compte que dans une opération de service secret comme celle-là, ça se passe vraiment comme ça. C'est vraiment comme dans Le Bureau des légendes. Donc la légende de ces deux officiers, donc Alain Maffard et Dominique Prieur, donc ils sont deux officiers du service action de la DGSE. Leur couverture, c'est qu'ils sont un couple de Suisses vivant à Paris et venant fêter leurs 10 ans de mariage en Nouvelle-Zélande. Et en réalité, ils sont les opérateurs de cette mission, c'est-à-dire que c'est eux qui font le lien entre les différentes équipes qui sont sur le terrain. Eux-mêmes ne posent pas de bombes, ne transportent pas d'explosifs, ne font pas directement de repérage sur les lieux de l'attentat, mais ils sont l'intermédiaire entre les différents groupes qui sont sur le terrain. Et donc, ils sont arrêtés par malchance, il faut bien le dire. Alors là aussi, ça renvoie à l'impréparation dont je vous ai parlé de cette mission, mais ils n'ont pas de chance, ils sont surpris par un vigile, alors qu'ils sont pas très loin des lieux de l'attentat, parce que c'est eux qui vont récupérer les plongeurs
après la pose des explosifs sur la coque du bateau. Et donc, on est par une nuit de juillet dans le port d'Auckland. Un vigile d'une marina voisine observe à la jumelle parce que des cambriolages ont eu lieu quelques jours auparavant. Et lorsqu'il voit cette scène, un homme sortant d'une fourgonnette, aidant un autre homme à tirer un Zodiac hors de l'eau avec des sacs, eh bien, il pense qu'il a affaire aux cambrioleurs qui ont volé des bateaux quelques jours plus tôt. Et donc, il relève l'immatriculation du véhicule. Ce véhicule est un véhicule de location. En quelques heures, les faux époux Thurange sont identifiés. Et lorsqu'ils viennent rendre leur véhicule comme si de rien n'était pour se préparer à rentrer en France, la police néo-zélandaise les attend. Et là, c'est le début d'un thriller qui ressemble en effet à un film d'espionnage. Les photos de ce couple vont faire le tour du monde, et de ce faux couple. Mais ils sont arrêtés, ils passent des coups de fil avec un langage codé, ils disent « je pèle mon oncle », en fait, ils appellent les services secrets. Tout ça, évidemment, ils sont sur écoute. Tout ça est un polar. Oui, c'est un thriller, incroyable. Et c'est un thriller un petit peu désuet pour nous qui regardons ça aujourd'hui. D'abord, je suis obligé de l'expliquer dans mon livre, c'est que c'est une période où les téléphones portables n'existent pas. Alors, mine de rien, le téléphone portable, c'est une révolution incroyable. Donc, à l'époque, pour des agents secrets qui sont à l'autre bout du monde, les moyens de communication, ils sont très clairs. Ce sont des rendez-vous fixes. On appelle d'une cabine téléphonique ou d'un bureau de poste et on appelle sur une ligne fixe en France. Et en effet, on se parle avec des noms de code. Oui. Donc il y a tout un protocole, les agents avant de partir ont appris les numéros par cœur et ils savent dans quel type de circonstances on doit appeler quel numéro. Et donc c'est ce qui se passe lorsqu'ils apprennent qu'un homme est mort à bord du Rainbow Warrior. Là c'est une mauvaise nouvelle et c'est un imprévu. Donc qui dit imprévu dit un certain numéro. Donc on appelle ce numéro et puis ensuite lorsqu'ils sont arrêtés, là c'est un cas de force majeure, un cas d'urgence. Là deuxième type, deuxième numéro. Donc on appelle un autre numéro avec un autre nom de code et ainsi de suite. Malheureusement, tous ces processus qui étaient bien en place dans un service comme la DGSE, tous ces moments, toutes ces clés de fonctionnement vont être déjouées les unes après les autres parce qu'au point de départ, il y a ce numéro qui a été relevé sur le terrain, ce qui normalement ne doit pas arriver à un agent secret. Et il va y avoir des rebondissements. Évidemment, on apprend qu'il y a un autre bateau, UVA, qui a placé les explosifs. Il va falloir exfiltrer les personnes. Ils vont passer par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. C'est vraiment un vrai polar. On apprend qu'à ce moment-là, quand on informe François Mitterrand de cette situation, il répond « faites-les disparaître ». Oui, en parlant de ces hommes. Et on se demande ce qu'il faut comprendre par là. Alors, l'amiral Lacoste lui-même a, semble-t-il, une hésitation lorsqu'il entend cette instruction qui lui est transmise par Charles Hernu. Il faut faire disparaître ces agents. Donc, les hommes de l'UVA, donc ce sont des marins, eux aussi, nageurs de combat, donc des officiers français. Le rôle de ce voilier, c'était d'apporter sur place, en Nouvelle-Zélande, les explosifs et le matériel qui va servir aux plongeurs pour aller saboter le Rainbow Warrior. Vous savez, les agents secrets pratiquent le taylorisme. Donc, dans une mission comme celle-là, chacun a un rôle bien particulier qui ne se chevauche pas avec le rôle des autres. Donc, l'UVA, eux, ils ont apporté le matériel, ils l'ont livré. Et ensuite, ils ont disparu, ils ont quitté la Nouvelle-Zélande avant même l'explosion du Rainbow Warrior. Mais lorsque la police enquête au lendemain de l'attentat, on apprend que des Français se sont fait remarquer dans une île de l'archipel. Donc là, la police néo-zélandaise se met sur leur piste, on apprend qu'ils ont quitté le territoire, on lance des mandats d'arrêt, et donc lorsque François Mitterrand est alerté sur l'existence et le sort de ces marins par Charles Hernu, apparemment le président de la République dit il faut les faire disparaître. Alors est-ce que ça veut dire il faut les cacher ? On a un doute. Est-ce que ça veut dire il faut les cacher ? Est-ce que ça veut dire on ne doit plus jamais les retrouver ? On n'en sait rien. On est dans un contexte, et ça, beaucoup des témoins que j'ai retrouvés 40 ans après se souviennent encore de cette atmosphère incroyable. On est dans un univers de fantasmes, de mensonges, de mystères et un peu d'affolement. Oui. Rien ne s'est passé comme ça devait, et donc le service est dans un état de fébrilité très grand, et donc en effet dans ce scénario-là, on se dit tout est possible, et peut-être même que le président de la République est en train de nous demander de faire disparaître définitivement des agents. On n'a pas la réponse précise à cette question. Ils n'ont pas disparu, ils ont été retrouvés, ils sont rentrés en France.
France, et ils n'ont finalement jamais été inquiétés. Et pendant ce temps, les faux époux vont être incarcérés dans des conditions très difficiles. Oui, très Ils vont difficile. payer de leur liberté. On va apprendre, parce que c'est des épisodes, on va apprendre qu'il y aura une troisième équipe. Là, le journal Le Monde, Edwy Plenel, qui font des révélations. Et finalement, ça va, entre guillemets, disculper François Mitterrand, l'existence de cette troisième équipe. Alors, la troisième équipe, c'est le moment clé de la couverture journalistique de ce scandale politique. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, on l'a dit, s'est enferré dans son mensonge. Charles Hernu affirme que la DGSE est étrangère à cette opération. Laurent Fabius, lui, qui a bien compris qu'on est en train de lui mentir, demande la vérité, mais ne sait pas comment la trouver. Et donc, c'est la presse qui va faire ce travail. Et donc, Le Monde révèle que, en fait, ni les Thuranges qui sont arrêtés et qui sont emprisonnés en Nouvelle-Zélande, ni les marins de l'UVA qui avaient quitté le territoire avant l'attentat n'ont pu poser cette bombe. Donc quelqu'un d'autre l'a fait. Donc la première équipe, les Thuranges, c'est pas eux. La deuxième équipe, l'UVA, ils étaient plus là. Et donc qui a pu le faire ? Forcément une troisième équipe. Et donc cette révélation, avec quelques précisions sur la formation de cette équipe. Pour l'anecdote, le pilote du Zodiac qui conduit les deux plongeurs sur les lieux de l'attentat, c'est le frère de Ségolène Royal, qui est agent secret de la DGSE à l'époque. On l'apprendra bien plus tard. Et donc les deux plongeurs avec leurs bombes qui sont à bord du Zodiac, donc ces trois hommes constituent la troisième équipe. Le Monde fait cette révélation et je raconte dans mon livre dans quelles circonstances cette information arrive aux journalistes du Monde. En fait, c'est un très haut fonctionnaire, c'est le chef de la police française, Pierre Verbruge, qui donne cette information à Edwy Plenel. Et pourquoi Pierre Verbruge la donne-t-il ? C'est parce que Verbruge, qui est un fidèle mitterrandiste, a compris qu'il faut arrêter la progression du scandale tant qu'il en est encore temps, et que donc il faut obliger en quelque sorte François Mitterrand à sacrifier Charles Hernu, parce que s'il ne le sacrifie pas, c'est tout le gouvernement qui va tomber, et à un moment donné, c'est le président de la République lui-même qui va se retrouver en première ligne. Donc on est dans cette situation tout à fait extraordinaire, dans laquelle une source au cœur de l'appareil d'État divulgue une information pour protéger non pas l'État lui-même, mais le chef de l'État. Le Monde se fait consciemment ou inconsciemment, et peut-être un peu les deux à la fois, l'instrument de cette révélation, c'est-à-dire que Le Monde donne une vraie information, c'était bien une troisième équipe qui avait coulé le navire, mais ce faisant, il finit par donner à François Mitterrand la protection qui lui manquait. Oui. Et grâce à cette information, Charles Hernu va être sacrifié par Laurent Fabius et François Mitterrand va sauver son pouvoir. Ce qui est fou, c'est comment François Mitterrand s'en sort bien jusqu'au bout. Alors, on ne peut pas tout raconter. On va évidemment indemniser, on va proposer de l'argent pour indemniser la famille du photographe. Mais jusqu'au bout, François Mitterrand ne veut pas reconnaître la responsabilité de la France. Jusqu'au bout. François Mitterrand ne voudra jamais ni reconnaître la responsabilité de la France, ni présenter des excuses à la Nouvelle-Zélande. Ce sont des choses qui se font entre démocraties adultes quand on s'est mis en faute. Il est vrai que les Néo-Zélandais soutenaient le mouvement Greenpeace contre les essais nucléaires français, ce qui était quand même une attitude politiquement hostile pour un pays allié. Mais il est vrai que la France s'est mise gravement en faute en commettant cet attentat sur le territoire néo-zélandais. Ça aurait pu se terminer par une indemnisation et des excuses. Jamais François Mitterrand n'y consentira. J'ai lu une grande partie des archives de la présidence de la République sur cette affaire. On y trouve énormément de choses, énormément de détails, de courriers, de notes, et à de multiples reprises, François Mitterrand s'oppose catégoriquement à ce qu'on présente des excuses au nom de la France. Pour l'histoire, c'est Jacques Chirac, une fois devenu Premier ministre en 1986, qui enclenchera un processus de réconciliation avec la Nouvelle-Zélande, fera sortir les deux agents secrets emprisonnés en Nouvelle-Zélande et présentera des excuses officielles au nom de la France. Jamais le président de la République n'est allé jusque-là. Et on lit dans un certain nombre de notes, de la main même de François Mitterrand, le refus catégorique et obstiné de François Mitterrand, bien sûr. Non
Et il écrit Non. même, un jour, un de ses collaborateurs lui dit les Néo-Zélandais se montrent très durs dans la négociation. François Mitterrand répond dans la marge « Soyez plus dur que... » point d'exclamation. Donc là, c'est toute la mentalité de François Mitterrand. Il faut reconnaître, avec le recul, que François Mitterrand se fourvoie dans cette affaire. Il autorise cette opération que jamais il n'aurait dû autoriser, mais qu'à partir du moment où la dynamique du scandale est enclenchée, la conduite de François Mitterrand est probablement, et beaucoup d'officiers, beaucoup de responsables le disent encore aujourd'hui, la conduite de François Mitterrand est probablement celle qui préserve le mieux les intérêts de l'État français dans le mauvais pas dans lequel il s'était mis. Il l'a mis lui-même. Et dans il lequel a contribué à le la mettre. France lui-même. Et au fond, vous dites, là, quel personnage. Parce qu'au fond, ce livre, c'est ça, qui décrit comment Mitterrand manipule tout le monde. Oui, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, au-delà du fait pour un journaliste de revenir 40 ans après sur un scandale qui a vraiment défrayé la chronique à l'époque, c'est de rentrer vraiment dans la mécanique du pouvoir, et en l'occurrence, la mécanique du mensonge. Tout part du mensonge initial de François Mitterrand, et c'est ce mensonge-là qui va conditionner toutes les actions des uns et des autres et toutes les conséquences de plus en plus funestes au fil des semaines dans cette affaire. Donc c'est vraiment comme un mécanisme d'horlogerie qui se met en place et qui avance d'une façon inexorable. On va vers le scandale et si j'ose dire, on y va tout droit. Et François Mitterrand, avec à la fois une grande maestria, il faut le reconnaître, une maîtrise de soi et une forme d'impassibilité absolument incroyable, est capable de mentir à un de ses plus proches comme Charles Hernu, est capable d'abuser son propre Premier ministre. Là, il faut reconnaître que à la fois c'est du grand art et en même temps on est confondu par l'audace du personnage. J'ajoute que dans la longue plongée que j'ai faite, sans mauvais jeu de mots, dans les archives de l'État pour faire ce livre, j'ai trouvé aussi une attitude d'homme d'État remarquablement maître de lui chez Jacques Chirac, dans la période de cohabitation, quand Jacques Chirac s'occupe du sort de nos deux agents secrets emprisonnés en Nouvelle-Zélande. Là aussi, il s'agit de négociations au plus haut niveau, négociations souvent secrètes, avec des conditions particulières. Et là aussi, je dois dire que j'ai vu des notes de la main de Jacques Chirac qui montrent une attitude particulièrement déterminée et une grande habileté dans la négociation qui finalement sera fructueuse. Oui, mais le mensonge, et ça va laisser des traces, évidemment. Laurent Fabius, François Mitterrand, encore aujourd'hui, Laurent Fabius est marqué par ça. Il était Premier ministre, marqué par avoir été confronté à ce mensonge devant lui, où le chef de l'État lui ment. Je pense que Laurent Fabius n'a jamais digéré cette affaire et encore aujourd'hui, il en parle avec peu de mots et avec une extrême froideur. Il reconnaît qu'il a été complètement abusé. Il n'a pas cru pendant plusieurs semaines que François Mitterrand pouvait réellement être l'homme qui avait décidé une opération aussi insensée et en même temps lui mentir les yeux dans les yeux. Il y avait probablement un peu d'orgueil de la part du Premier ministre qui croyait que Mitterrand ne pouvait pas lui mentir à lui, et pourtant il pouvait lui mentir à lui comme aux autres. Et en effet, dans cette affaire, ce qui conditionne tout le reste, c'est le mensonge. Alors c'est un peu intrinsèque à l'activité des services secrets. Les services secrets, je vous l'ai dit, c'est la part d'ombre, c'est la part de mensonge des démocraties. Les services secrets, ça sert à ça. Néanmoins, il y a une éthique de l'État dans laquelle on se dit qu'un mensonge à ce niveau-là n'aurait peut-être pas dû se produire. Il n'empêche, ça appartient à l'histoire. Moi, je suis journaliste, donc vous savez, j'essaye de me garder de psychologiser ou de moraliser les situations. Il m'a semblé que 40 ans après, ça pouvait déjà être utile de reconstituer les circonstances et de raconter le fil des événements tels qu'ils se sont produits. Ensuite, chacun jugera. Ouais. C'est un véritable thriller. Raconté avec une plume alerte comme ça du journaliste que vous êtes, Hervé Gattegno, est passionné. On y apprend tellement de choses. C'est une tragédie comme ça. 2 bombes sous le Rainbow Warrior, les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu couler Mitterrand, est publié chez Flammarion. Vous pourrez aussi voir cet été, à partir du 10 juillet, une série magnifique sur la chaîne Histoire qui s'appelle Rainbow Warrior, meurtre dans le Pacifique. Donc ça fait 40 ans que cette affaire a eu lieu. Donc lisez le nouveau livre de Hervé Gattegno. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous. Merci à vous.